6 janvier 2025, mesdames, messieurs, bien le bonjour à toutes et à tous. Que Horizon Midi pour la première livraison de cette année 2025 soit avec vous. Bienvenue une fois de plus à cette production particulière entre 10h et 12h de lundi à vendredi. Les détracteurs de l'information qui pour cette année répondront davantage présents à l'appel de leur devoir, le devoir d'éduquer, le devoir même de sensibiliser, tout en respectant les codes de l'éthique et même de la déontologie qui encadrent le métier du journalisme au Cameroun. Ils sont déjà d'or dans ce studio et sur ce plateau. Yvan Ameni, le digne-fils ressortissant de la région de l'Ouest Cameroun, il aura ainsi la lourde responsabilité d'analyser, même de décrypter l'ensemble des thématiques qui lui seront posées sur la table ce matin. Il nous baladera dans la rubrique On en parle, et avec lui on fera le bilan des insécurités qui ont justement fait état au mois de décembre 2024. On reviendra justement pour questionner finalement quelle est la volonté du gouvernement face à la situation en face de lui. Julio Axel Diop, il est reconnu pour ses analyses plutôt particulières sur ce plateau. Il est encore avec nous, ressortissant de la région du littoral. Il aura aussi la responsabilité d'analyser l'ensemble des thématiques qui lui seront déposées sur la table ce matin. Dans le cadre de ce programme en thématique centrale, on questionnera finalement, est-ce que l'Église catholique a retourné sa veste contre le régime en place Paul Biya? On a vu des sorties tour à tour de ces évêques et même archevêques venus justement sur l'espace public lors des homélies dire un certain nombre de choses. On aura le temps d'analyser l'ensemble de ces actualités, mesdames, messieurs. J'ai demain l'unique étoile du drapeau camerounais Romaric Franc-Noifeu. J'ai ainsi l'honneur et même l'honneur de modérer les échanges de ce matin. Yvan Ameni, bonjour et bienvenue. Bonne année à vous. Bonjour Romaric Noifeu et bonne et heureuse année 2025. Bonjour à Julio Axel Diop. Bonjour à tous ces millions de Camerounais qui nous regardent encore ce matin. Ma détermination reste intacte à leur servir dans le programme Horizon Midi et toujours pour le groupe des médias Horizon 3. Julio Axel Diop, bonjour et bienvenue. Bonjour. Je suis plutôt admiratif de votre cravate assez particulière ce matin. Cravate slim, c'est un cadeau qui m'a été offert. J'ai une amie qui est revenue de Varsovie il y a quelques... C'est en France? Non, c'est pas en France, c'est en Pologne. En Pologne? Voilà. D'accord. Je n'ai pas encore eu la chance d'y Donc, c'est un cadeau slim. J'ai voulu ça slim ce matin. Bonjour à Yvan que j'ai le plaisir de retrouver. Bonjour. Bonne année également, Julien. Bonne année également, oui, bonne année, parce qu'il faut dire que c'est la première, on retrouve les caméras ce matin. Bonne année à ces nombreux Camerounais qui nous regardent le matin. Bonne année, toujours, comme on le dit. Une situation assez difficile parce qu'il y en a eu beaucoup. Tout à fait. Il y en a eu beaucoup, des personnes qui nous sollicitent au quotidien pour comprendre leurs problèmes à l'antenne. Je ne sais pas exactement lequel choisir parce que ce soit sur TikTok, où je suis très suivi, oui. Les gens viennent très actifs. Les gens viennent déposer leurs problèmes et ils disent allez mettre ça à la télévision là-bas et après voilà ce que vous pourrez nous dire, vous nous le direz et puis on verra. C'est l'histoire d'une jeune fille. Encore des jeunes filles, vous savez oui. Qu'elles sont parfois un petit peu, j'ai envie de dire, instables émotionnellement et peut-être même sentimentalement, qui vivait sa vie tranquille avec son homme. Et voilà, le mec faisait des efforts quand même de lui donner la part belle de son salaire, comme agent de poche, dans le petit argent qu'il gagnait. Mais elle ne cessait de le frustrer avec des choses du genre mes copines, elles perçoivent tel montant, tu n'arrives vraiment pas à gérer, tu n'assures pas, et puis voilà, moi si je trouve une meilleure option que toi, je serais tenté d'y aller, parce que la vie que je mérite, tu ne me la donnes pas. Alors, le jeune homme, fatigué d'entendre cela, a pris sur lui de demander conseil. Est-ce qu'il est obligé de vivre en permanence avec une fille au titre ou au motif de ce qu'il aime, ou alors est-ce qu'il y a des astuces qui puissent lui permettre de se détacher de cet amour-là pour enfin vivre moins de cette frustration? C'est ce problème en particulier qui me retient. C'est-à-dire un jeune homme qui entend régulièrement répéter sa copine des trucs du genre je suis juste avec toi peut-être même par pitié, regarde comment je suis toute belle, est-ce que je ne devrais pas chercher ailleurs, est-ce que tu penses vraiment que tu me mérites? Bref, une sorte de torture au quotidien. Mais il dit qu'il est amoureux profondément de cette jeune fille et il voudrait des astuces pour pouvoir se défaire de cet amour. La jeune fille a quel âge à peu près déjà? 23 ans, malheureusement. 23 ans. Elle est encore à très précoce, hein, très précoce. Quand vous la voyez, vous ne pouvez même pas imaginer que c'est son âge. Vraiment avec toutes les formes arrondies possibles, tendant vers le métis et les caterones en même temps.
Donc je pense que c'est plus la beauté qui l'éblouit au point où il pense qu'il ne peut pas se détacher de cet amour. Donc il veut des conseils, comment se défaire d'une personne qu'on aime profondément mais qui nous frustre au quotidien. Yvan Amélie, vous avez écouté l'histoire racontée justement par Julio, une histoire très vraie d'ailleurs, parce qu'il faut dire qu'il est très actif sur son compte TikTok. Et il y a un ensemble de Camerounais qui, au quotidien, viennent déposer des problèmes sur cette plateforme-là. Aujourd'hui, ce jeune garçon, très amoureux d'une jeune fille de 23 ans, Carteron, Julio l'a si bien dit, mais sauf qu'au quotidien, il reçoit des frustrations du genre « je suis avec toi, juste pas pitié ». Nous sommes pas là, on peut imaginer le pourcentage de frustration que ces paroles-là installent dans nos cœurs. Est-ce que finalement ce qualificatif qui semble mobiliser la jeunesse, le sentiment, ne devrait-il pas finalement être bien cerné par ceux qui partagent ce qualificatif-là? Une jeune fille qui dit qu'elle est avec vous, juste par pitié, comment s'y prendre? Justement, c'est très pénible de vivre dans ce type de relation amoureuse où on vous prend comme un objet quasiment. Parce que si une femme vous dit déjà qu'elle est avec vous par pitié... C'est un mougou pour elle? Non, même pas mougou. En fait, ça veut dire qu'elle a eu plusieurs autres choix, mais elle est avec plusieurs vous. Prétendants. Justement. Être avec vous. Parce qu'elle est avec vous. Un stade où elle vous profère ces mots et qu'elle vous dise quand même, je suis avec toi par pitié. Mais ça, c'est des paroles que vous ne devrez même pas prendre à la légère. C'est des paroles qui, aussitôt, doivent être en fait la genèse même pour vous, pour davantage vous dire qu'en fait, il faudrait que vous vous séparez de cette femme. Parce que lorsqu'on est en couple avec une femme, il y a ce qu'on appelle les limites. Une femme qui vous aime, une femme qui a la crainte également de vous perdre, il y a des paroles qu'elle ne devrait pas vous avancer. Elle ne peut pas quand même vous dire qu'elle est avec vous par pitié. C'est trop fort et c'est assez rabaissant aussi. Julio Axel Diop, est-ce que finalement, dans la néo-tradition, des rencontres à l'époque se faisaient grâce au consensus des deux parents? Aujourd'hui, la jeunesse qui a modernisé, n'est-ce pas, les rencontres amoureuses, sentimentales, est-ce que finalement, ou alors qu'est-ce que vous avez dit, n'est-ce pas, à ce jeune homme qui vous est approché? Il veut s'en défaire, il veut se débarrasser de cette jeune fille qui, pour Yvan Amélie, ne cesse de le chosifier. Qu'est-ce que vous lui avez donné comme conseil? Alors, commençons par dire que ce soit à l'époque de nos grands-parents, où les mariages étaient encore essentiellement arrangés, ou à notre époque, dans un contexte de globalisation et donc d'ouverture extrême sur le monde, les problèmes de couple ont toujours existé. Il y a des mariages arrangés à l'époque de nos parents. On peut parler de couple à cet âge-là? Je veux dire qu'il y a des mariages arrangés à l'époque de nos parents qui n'ont pas marché. Tout à fait. Voilà. Maintenant, vous savez, les jeunes, ils ne comprennent pas grand-chose. Surtout quand un jeune, un monsieur comme lui qui a 32 ans et qui se met avec une Carteron qui a 23 ans, 24 bientôt, qui est encore à l'étape où les jeunes filles là se baladent partout dans les boîtes de nuit, comme elles se sentent, elles se savent belles. Tout à fait. Elles sont partout en boîte de nuit, elles sont encore dans l'esprit de boire ou péter du champagne, fumer des cigares, fumer des chichas, manger du bon à shawarma. manger du bon shawarma ou pizza à 9 000 francs CFA. Et puis on peut répéter ça avec des copines, on commande une fois en une assise 5-6 pizzas à régler à 9 000 francs CFA. Elles sont encore dans cette tranche d'âge-là. Maintenant, chacun sait ce qu'il veut. Chacun sait ce qu'il peut supporter. Est-ce que vous questionnez ici l'état financier du jeune mec en question? C'est un jeune cadre même dans une société de téléphonie mobile. Donc vous comprenez bien qu'il gagne pas mal sa vie. Mais je dis encore, allez s'emprisonner parce qu'on pense qu'il faut qu'on ait une femme présentable aux yeux du monde pour que lorsque vous passiez, qu'on dise que votre femme est belle, est une véritable erreur. Parfois, lorsque ces femmes chosifient leur homme ou leur copain, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas la capacité financière suffisante pour je réponds par exemple à l'ensemble de ces exigences que vous mettez sur la table. Lui, par exemple, sur la table tout à l'heure. Lui, par exemple, il a, comme j'aime bien le dire, il a ses petites rêves. C'est de cette femme-là que l'on a besoin. Alors, il va amener, lui, il est d'accord pour le fait que le garçon doit tout simplement se débarrasser. Non, mais il n'y a pas de solution. Mais comment faire? Lui-même le sait. Il dit être très amoureux. Non. Personne n'a jamais C'était une solution aussi facile. Personne n'a jamais quitté une et ça l'a tué. C'est autre chose qui vous tue. Mais certainement pas parce que vous avez quitté la femme. Non, je veux dire que ça va se faire. Mais on ne prend aucune mesure qui impacte directement sur le quotidien du Camerounais lambda au cours de cette année 2021. Souci de pub. Maintenant, vous saviez déjà je connais quand même les grandes idées. C'est ça qui me gêne avec ces discours. Qui impactent positivement
Camerounais. Quand il fait des annonces impactant la vie des Camerounais, c'est toujours en dégradation de leur bien-être. Quand c'est pour annoncer le prix, la hausse des prix de carburant, ça, il le fait. La hausse du coût de On l'a vu insister il sur les questions d'import-substitution, ouais, donc, la stratégie nationale de développement. Encore que je vous dis encore tout le temps sur ce plateau, par... des qualificatifs réservés aux personnes initiées. L'import-substitution n'est pas la panacée. C'est un autre faux débat. Les grands économistes vous le diraient. On n'en fera même pas d'ailleurs. On n'en fera même pas. Je vous dis toujours qu'un pays qui a une bonne politique, des bonnes politiques économiques, peut même choisir de n'importer les produits qu'ailleurs. Parce qu'en réalité, si un produit vous coûte cher à la production locale par rapport à l'importation, il est stratégique d'importer. Donc c'est n'importe quoi. C'est juste qu'il faut mettre sur pied des politiques qui aillent dans l'intérêt, dans l'amélioration du bien-être du Camerounais. J'ai quand même, par souci, parce que je suis journaliste, pour ne pas être en déphasage avec l'actualité, le lendemain, j'ai quand même pris la peine d'aller sur YouTube, sur notre page Facebook même, resuivre le même discours. J'ai été choqué. J'ai été très choqué de savoir... Un lopin de gravier sur le sol pour bitumer la route. Et l'exemple est à constater du côté de la ville de Tchang, dans une ville où il y a quasiment une université, mais là-bas, il n'y a pas les routes. Vous allez même dans le quartier où le maire habite, le maire de la commune de Tchang, qui habite juste à proximité de l'université de Tchang, qui est au niveau de Tinkob. Là-bas, ils sont même très nombreux à nous regarder. Il n'y a quasiment pas de route. Les populations en cette saison pluvieuse sont obligées d'aller arroser la route au 21e siècle. En 2025, on arrose encore la route pour permettre aux élèves de se déplacer et autres en fait. Là où nous sommes inquiets, c'est que après 43 ans, se réjouit quand même de l'incompétence. C'est assez grave. Qu'on vienne quand même là pour dire qu'on a bitumé 475 km de route en 2024, pourtant on pouvait faire mieux. C'est assez compliqué en fait. On se sera attendu à ce que le chef de l'État vienne quand même nous dire qu'en 2025, les Camerounais vont payer le prix, c'est pas une bouteille de gaz, peut-être à 4 000 francs, c'est pas. Par exemple, puisque les Camerounais sont dans l'abîme désormais, on vient, on vous dit que pour faire le dépôt et pour faire également le retrait, on vous coupe 4 francs CFA, hormis de la taxation que vous devez d'abord payer pour faire le dépôt et autres en fait. C'est assez pénible. On se demande bien, même si le discours n'est pas dirigé par le chef de l'État, que ceux-là qui dirigent ce discours, que ça soit quand même en conformité avec ce afin d'aller dormir, Julio Berseldio. Oui, vous particulièrement, je connais votre situation. J'ai d'ailleurs été vous voir à l'hôpital, même si vous alliez déjà mieux. C'est d'ailleurs un miracle de vous voir debout aujourd'hui. Dans un contexte où les hôpitaux sont plutôt mortifères au Cameroun. Quand vous m'avez oui, c'est moi qui ai demandé qu'on change de main, hein, parce qu'ici, elle a raté la veine et ça... Vous m'avez signalé votre malaise. Je me suis dit, bon, 2025, un mort, ça va, c'est pas bien grave. Vu qu'au Cameroun, la mort et que les hôpitaux sont les endroits où on meurt le plus aujourd'hui. Oui, mais on veut contractualiser plus de 9 000. Non-événement. Il n'a rien dit en le disant, à la vérité. Rien du tout. Il faut repenser le système sanitaire camerounais. Il faut repenser les structures camerounaises, publiques, parapubliques, de manière à les rendre purement rentables avec une manœuvre de recrutement à leur niveau. C'est comme ça qu'on fait fonctionner un pays. Et en attendant que ce pays fonctionne, hein, comme vous le disiez tout à l'heure, Julio Marcel, permettez qu'on aille faire justement un tour dans le mois de décembre. C'est peut-être un tour rétrospectif pour faire le bilan sanglant d'ailleurs de ces insécurités auxquelles ont fait face plusieurs Camerounais. Ce sera l'élément central dans le cadre de la rubrique On en parle avec Yvan. Multiples réunions tenues par le prophète de Fundi Emmanuel Mariel Digden et même les réunions sectorielles avec les gouverneurs des régions et le ministre de l'administration territoriale. Il faut dire que les Camerounais ont véritablement été confrontés au mois de décembre à une insécurité parfaite, donnant ici des conséquences plutôt piteuses. Yvan Aménie, vous en parlez dans le cadre de ce programme. Commençons par dire de manière objective qu'il n'est pas possible de vivre sans ces forces de maintien de l'ordre et de sécurité. Tout à fait. Commençons également par reconnaître que certaines d'entre elles font un travail parfois formidable au prix de leur vie. Maintenant,
parlons avec évidence de la légèreté avec laquelle certains responsables de ce pays organisent la sécurité de leurs citoyens. Aujourd'hui, il est très facile de se faire agresser devant des policiers. Hein. Vous êtes là, on vous agresse et puis voilà. C'est pas bien grave. Parfois, si vous êtes tombé, enfin, ce qu'il peut faire pour vous, c'est qu'on vient vous nettoyer la poussière dessus. L'argument pour la plupart donné, c'est que nous sommes là pour réguler la circulation. Oui. Et non... C'est vrai, mais un policier non maintenu, ça reste non maintenu. Capable d'intervenir si vous êtes menacé. C'est les hommes qui doivent être parés à toute situation, j'ai envie de le dire ainsi. Donc vous pouvez facilement vous faire même agresser devant ceux qui sont censés même maintenir cette paix, cette sécurité-là, sans qu'il y ait une véritable réaction. On connaît les cas sont légion ici, dans des quartiers comme Vannes et autres, où on vous agresse devant des policiers, et ça n'intéresse personne. Au Carrefour Sam, ça n'intéresse personne. Ça s'est passé. Donc, des réunions, comme vous le dites, Romaric, parfois, des réunions pompeuses qui n'ont pour seul... motif généralement que la justification de certains budgets. Souvenez-vous encore sur ce plateau en décembre, nous avons abordé sur quel plateau, peut-être Horizon Midi ou autour de table, je ne sais plus trop bien, la question sécuritaire où il était clairement dit que l'alerte avait été relevée, mais que le ministre de la Défense rassurait. Tout à fait. Donc on s'était dit, bon, on doit s'attendre à voir normalement les gendarmes versés partout, dehors, ce qui a même été fait, mais ça n'a pas empêché la recrudescence des crimes. Vous vous souvenez encore, il y a quelques jours, de ce taximan qu'on a trouvé au bord d'une rivière. Dans le 6e arrondissement de la ville de Mendon. Et son taxi emporté. Donc, des cas comme ceux-là sont légion, Romaric. Ça témoigne simplement du malaise de l'État, pas en santé de notre pays. Lorsqu'un pays n'est plus en santé, vous pouvez être sûr que tous les autres domaines sont d'une manière ou d'une autre affectés. Est-ce que c'est à quoi, je vous relance, Julio, permettez-moi, est-ce que c'est à quoi nous assistons alors? Vous taxez cela de gesticulation ou bien? Parce qu'il n'y a qu'en période de fête et même en cette période, il y a quand même ces gendarmes qui sont assez légion dans les grandes métropoles, ceux qui sortent de l'école, ceux qui sont même à l'école. On les amène justement à toucher les réalités du doigt sur le terrain, pareillement pour les policiers qui sont justement en formation à l'école de police. Mais finalement, comment comprendre que malgré ce déploiement, Julio Axel, que l'on assiste toujours et davantage à cette question d'insécurité? C'est ce que je vous explique. Je vous dis que lorsqu'un pays n'est plus en santé, il est fort probable que tous les autres secteurs soient attaqués. C'est un petit peu comme le virus de l'immunodéficience, c'est comme le cancer. Lorsque les cellules sont attaquées, c'est clair que le corps lui-même a un problème et donc présente des signes de fragilité. C'est ce qui se passe avec le Cameroun. Le Cameroun est fragile à tous les niveaux aujourd'hui. Que ce soit au niveau de la sécurité aux frontières ou à l'intérieur du pays, nous sommes malheureusement fragiles et fragilisés même. Alors, des réunions, on peut en faire 19, 20 par jour, fixant des caps. Tant qu'on ne déploie pas réellement une volonté sur le terrain déterminée à régler le problème, il ne sera pas réglé. C'est ça qu'il s'agit. Ça veut dire quoi? Envoyer des forces de maintien sur le terrain et les capacités, c'est hyper important de le dire, les capacités, leur donner les moyens de combattre le crime et le grand banditisme, on peut être sûr à 100% qu'on aura des résultats. Chaque fois où d'ailleurs l'État s'est levé dans ce pays pour régler un problème en rapport avec la sécurité, il l'a réglé. Tout à fait. À chaque fois que l'État a voulu régler un problème en rapport avec la sécurité dans ce pays, ou l'insécurité, il l'a réglé. Donc, comme disent qu'il y a encore des situations où on a déployé un fort système, un dispositif sécuritaire assez impressionnant, et qu'il y a quand même des cas d'agression dans un espace comme Yafé, c'est alarmant, Romaric. C'est chez nous que ça n'émeut personne. Hein. Ailleurs, c'est pire qu'une guerre. C'est-à-dire un espace qui est censé accueillir ou recueillir les enfants, là où les enfants vont se recueillir. Là où les parents se disent quand même que bon, le minimum de sécurité, ça peut venir d'autres choses, mais vraiment pas de négligence liée à la sécurité, non. On devrait trouver des policiers, des gendarmes, au maintenu civil, au mètre carré, pour assurer aux parents que leurs enfants sont en sécurité dans ces milieux-là. C'est le seul moment où les enfants ont la possibilité de se mouvoir, de se divertir dans ce pays. On n'a déjà pas de moyens. Nous faisons des sacrifices, vous les envoyez à Yafé. Là-bas encore, on vous dit qu'un enfant est mort ou que sais-je encore. Non, c'est terrible. Oui, c'est un jeune garçon qui s'est fait poignarder c'est terrible, dans le dos, hein, grâce à un poignard que tenait notre camarade
à la Comment moralité, introduire un poignard dans un milieu voilà, comme celui-là? plutôt douteuse. On cherche en quoi? À savoir si finalement les forces de maintien de l'ordre ont mis la main sur ces individus en question. Yvan Meni, Julio Arcel qui met sur la table ici le manque d'implémentation des stratégies efficaces pour lutter contre la criminalité, même le grand banditisme au Cameroun. Est-ce qu'ici, il faut questionner finalement aussi la décentralisation qui devrait être effective dans le milieu sécuritaire dans notre pays? Comment comprendre que des situations comme celle-là ne cessent justement de se renforcer? Comment comprendre que les Camerounais semblent ne plus être en parfaite sécurité quand il est 21 h? Quelqu'un vous dit « je ne peux plus fréquenter ce milieu ». On voit dans les grandes métropoles l'absence des motards pour parfois chasser ou poursuivre ceux-là qui parfois sèment de la panique ou même de la terreur. Il y a que chaque soir des individus à la moralité presque frélatée sont sur des motos à arracher des sacs, à poignarder, mais des gendarmes ou même des policiers, on ne les voit pas sur des motards pour poursuivre cela afin de mettre la main sur eux. Comment comprendre cette légèreté dans la gestion des questions sécuritaires dans notre pays? Il faut d'abord dire que nous sommes un peu inquiets parce que nous avons un ministre de l'administration territoriale qui, malheureusement, il prend parfois certaines mesures au quotidien, mais il ne fait pas d'abord le bilan de ces mesures et il s'attaque directement à d'autres secteurs en fait. Nous pensons que dans un pays où on a encore des problèmes primaires au niveau de la sécurité, on doit d'abord se focaliser à ce niveau-là et de manière urgente essayer de résoudre ce problème-là parce que en société, c'est la sécurité qui régule toutes les activités. Pour être même ici ce matin, il faudrait qu'il y ait un minimum de sécurité. Tout à fait. Pour vaquer paisiblement à ses occupations quotidiennes le soir à la maison, il faudrait qu'il y ait de la sécurité. Pour être en paix chez soi à la maison, il faudrait d'abord qu'il y ait de la sécurité. Est-ce que globalement aujourd'hui au Cameroun, vous pouvez quitter de prendre est-ce une bonne moralité? C'est ça le véritable souci aujourd'hui au Cameroun. On doit résoudre parfois, ils ne sont même pas pour la plupart identifiés. Il y en a qui n'ont même pas de badge. Voilà, c'est taximène, tu ne sais pas dans quel arrondissement il travaille concrètement parce que tout va dans tous les sens, Julio. Est-ce qu'on ne doit pas également convoquer la question de l'effectif au sein des forces de maintien de l'ordre? Est-ce que ce n'est pas aussi une autre problématique? Plus nous sommes nombreux, plus le déploiement est assez conséquent. Est-ce que quelque part, il ne faudrait pas renforcer ces forces de maintien de l'ordre en matière de ressources humaines? C'est vrai que je ne maîtrise pas très bien les chiffres actuels de ces corps de métier. Mais lorsque vous les voyez se déployer sur le terrain, parfois ils sont absents, Julio Arcel. La question que j'aimerais me poser souvent, c'est est-ce que l'absence est due c'est toute la question. À la carence en capacité de mobilisation? C'est toute la question que je me pose. Donc du coup, je suis tenté de croire que les forces de maintien de l'ordre, l'armée camerounaise et autres qui recrutent en permanence n'ont pas un problème de sous-effectif par rapport au pays que nous sommes et par rapport à nos moyens. Maintenant, est-ce que nous avons des véritables moyens de mobilisation? On a déjà, est-ce qu'on qui permettent à ces forces de gens en cas de problème? C'est une autre question qu'il faut se poser. Lorsque vous ne pouvez pas circuler et qu'il y a une agression quelque part où il faut aller réagir, ou alors, c'est pas moi, en cas de violence conjugale, et ainsi de suite. Il n'est pas focalisé sur ses missions primaires. Parce que ses missions primaires, il est le ministre de l'Intérieur. L'insécurité domestique et ambiante, c'est à ce niveau-là que lui doit davantage intervenir. Vous expliquez ça comment, que même en milieu rural aujourd'hui, dans les champs, vous partez au champ, on vous agresse, on vous viole et tout ça. Il y a eu ce cas dans le département du Noun au Cameroun. Une maman qui est allée au champ, elle a été violée au champ. Est-ce que vous comprenez un peu le niveau, le degré? On se pose néanmoins. Ça veut donc dire qu'on se demande finalement la sécurité, alors c'est où? Vous allez même au champ, on vous agresse, vous êtes violé, vous allez même vous amuser, on vous assassine, vous prenez un taxi, on vous agresse, vous allez dans un marché, c'est votre téléphone qu'on arrache. C'est à ce niveau-là qu'ils doivent concentrer leurs différents pouvoirs et se dire qu'en fait, on peut également détacher certaines forces de maintien de l'ordre dans les carrefours, dans les zones de forte concentration démographique pour permettre à chaque Camerounais de se déplacer, de se mouvoir facilement. C'est à ce niveau-là qu'ils doivent concentrer les différents efforts et non d'aller dire qu'il faut fermer les églises et autres. En fait, fermer les églises, ce n'est pas mauvais. Mais sauf que comment on ferme les églises pour dans un contexte où la sécurité d'abord. Donc ce que nous déplorons ce matin, en fait, c'est que ces pouvoirs publics, ils prennent certaines mesures, mais parfois ils ne reviennent même pas pour faire le bilan. Il nous a parlé de la sécurité. Est-ce que le MINAT s'est assis pour faire le bilan sécuritaire aujourd'hui
au Cameroun. Est-ce que le MINAT peut se dire qu'en fait, en 2024, globalement, on peut dire que le Cameroun, c'est un pays où effectivement il y a la sécurité tant en milieu urbain qu'en milieu rural? Je ne pense pas. Julio Axel Job, est-ce que finalement, il ne faut pas aussi mettre un accent particulier sur ce qu'ils ont appelé autrefois les comités de vigilance, qui semblaient avoir un rôle aussi important et primordial dans certains quartiers où pour, par exemple, le passé, vous faisiez identifier, quand vous sortez, on vous remet votre carte nationale d'identité, mais ce sont des éléments qui semblent avoir disparu à date. Est-ce qu'il ne faut pas réguler aussi ce secteur et donner à ce secteur de quoi justement exercer au quotidien dans... Ils savent que chez les militaires, c'est strict, c'est carré, et puis non, après, il faut arrêter. Tout dépend vraiment de la feuille de route que ce monsieur a reçue. Parce que tout porte à croire des fois que lui, il a eu mission de saccager tout le pays. De tout gâter. Parce que c'est ça qu'il est en train de faire. Il saccage tout sur son passage. Sans s'en rendre compte, vous voulez dire? Ou bien il sait ce qu'il fait? Peut-être qu'il exécute une commande même. D'accord. Maintenant, pour revenir aux chefs, des chefs de bonne moralité qui ont conscience de leur population, du désir de sécuriser leur population, qui recevraient des aides, parce qu'aujourd'hui, quand même, ils sont nombreux et tous sont payés. En effet. Les chefs là, de bloc, là, troisième degré, ils sont payés tous. Ils ont un salaire à la fin du mois. Alors, peut-être que nous disposons d'assez de moyens pour leur donner également de quoi entretenir ces comités de vigilance. Parce que, vous avez raison, à une époque où ces comités-là travaillaient, leur importance était avérée. Avérée, voilà. On a eu des quartiers où ces gars, ils vous rassurent. Hein. Vous rentrez, vous n'avez pas peur. Tout à fait. Vous savez que l'entrée est surveillée, la sortie est surveillée. Vous n'avez pas peur quand vous rentrez chez vous au quartier. Aujourd'hui, ces comités ont disparu. Peut-être parfois parce qu'eux-mêmes étaient devenus des racketteurs, comme j'ai dit, des postes de péage et autres. Mais en même temps aussi, chaque travail... Ces souffrances, en fait, sont communes, elles sont quotidiennes à la quasi-totalité des Camerounais. Et à ce qu'on appelle les difficultés physiologiques, elles s'attaquent à la grande majorité de la population. L'eau potable qui n'est pas potable à Yaoundé, il n'y a pas une eau potable à Bastos, il n'y a pas une eau potable à Mendong ou encore à Simbok. Si l'eau n'est pas potable à Yaoundé, alors l'eau n'est pas potable à Cameroun. Tout simplement, il y a quand même une Camerounaise qui dépense 4 millions. Dans les soirées. Dans des soirées, c'est ça. Avec l'argent des impôts des Camerounais. C'est ça le souci, en fait. Il y a espoir de quoi? Dans l'espoir... On a vu cette même Camerounaise, elle est en train d'ouvrir une entreprise cosmétique. Magnifique. À Bastos. Magnifique. Donc l'espoir fait vivre, en fait. Tout simplement. Donc les Camerounais doivent continuer à prier pour rester en vie. Ils ne doivent pas prier pour que le système actuel change le pays, en fait. Prier plutôt pour être en vie. Parce que même lorsqu'on vous a parlé de Horizon 2035, ce n'était pas pour dire qu'il y aura l'émergence au Cameroun en 2035. Il reviendra certainement dans son discours du 31 décembre 2031 pour dire aux Camerounais que cette fois-ci, on s'était un peu trompé sur 2035. L'émergence là pourrait plutôt avoir lieu à l'horizon 2047. Parce que vous croyez toujours à sa gouvernance en 2031? Mais si un chef de l'État vous fait le discours et qu'il vous dise que sa détermination à servir le Cameroun reste intacte et par ricochet il poursuit encore en disant ma détermination se fructifie encore tous les jours. Autrement dit, ça veut donc dire que c'est maintenant même que Paul Biya se sent encore plus jeune à gouverner le Cameroun. Ça veut dire que même en 2032, il sera toujours candidat. C'est ce que ça veut dire. 11h dans ce studio, sur ce plateau, mesdames, messieurs. Une pause, on se retrouve derrière. Situé en plein cœur de la ville d'Edéa, dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral, le centre de formation Together Weekend vous offre l'opportunité de vous faire former gratuitement dans les métiers des technologies de l'information et de la communication, à savoir bureautique, infographie, e-commerce, montage vidéo, maintenance informatique, mindset, réarmement moral et coaching. Dans de l'honorable François Biba, président de l'association éponyme, ce centre dispose d'équipements à la pointe de la technologie qui vous garantissent des formations
formation compétitive et adaptée aux exigences de la modernité. Population Dédia, de Tizangé, de Puma, de la Dibamba, de Masok Sonloulou, de Mwanko, de Ndom, de Ngambé et de Ngouaïmassa, n'hésitez pas à saisir cette belle opportunité qui s'offre à vous. Pour bénéficier dès aujourd'hui de ces formations, une seule adresse, le centre de formation gratuit au métier des TIC Together Weekend pour un développement inclusif et un avenir radieux. Infoline 697 95 61 91 682 18 41 01 696 12 59 82. Together Weekend, Charity and Love. Plus de 47 000 migrants ont justement rejoint les îles Canaries en 2024. C'est un bilan contenu justement dans les propos de Julio Arcel Diop avec qui on se balade dans un tour dans le monde. Non, peut-être pas dans mes propos. C'est un petit texte qu'on prend sous forme d'emprunt à nos confrères d'infos migrants, qui d'ailleurs sont spécialisés, et ça il faut le dire, dans la fourniture des chiffres d'immigration. Et nous avons voulu mettre ce sujet sur la table ce matin. Il y en a même qui vous disent que, même si c'est à Kuala Lumpur, mon frère, que moi j'ai le visage, je parle d'abord. C'est ça le véritable souci en fait. Oui. La politique migratoire qui est pensée dans les pays africains aujourd'hui ne peine pas à empêcher ces citoyens-là de quitter le continent africain. Pourquoi? Parce que le continent africain aujourd'hui, c'est l'un des continents dans le monde entier qui a encore des difficultés primaires. C'est quand même grave. On vous parle encore d'insécurité alimentaire au XXIe siècle. On vous parle encore de difficultés en adduction en eau potable au XXIe siècle au continent africain. On vous parle encore d'un Cameroun où avec le doctorat, il y a des gens qui ne travaillent pas. Où avec le master, il y a des gens qui ne travaillent pas. Mais quelqu'un va à l'école, il a le doctorat, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Lorsque vous avez le doctorat, vous devrez travailler. C'est normal. Vous êtes allé à l'école, vous avez fait ce que vous pouvez, non? Vous devrez travailler. Quand vous avez écouté le discours du chef de l'État le 31 décembre, il n'est même pas revenu sur les enseignants qui sont absents à leurs différents postes et autres en fait. Donc ça veut dire que ce n'est pas une priorité actuellement pour ces pouvoirs publics-là. Vous allez du côté de nos amis et frères du Tchad qui ont également des difficultés primaires comme les Camerounais. Mais là-bas, le chef de l'État, il est beaucoup plus occupé à dire que la population doit commencer à l'appeler maréchal. Bon, quand on vous appelle maréchal, quel est l'impact que ça crée dans le quotidien d'un citoyen du Tchad? Est-ce que ça viendra pour payer les factures de ce citoyen-là au Tchad? C'est ça le véritable souci. Vous avez ce qui dit, lui il est beaucoup plus préoccupé par la modification de la constitution du pays. Pourtant, les populations ont encore les difficultés primaires. Pourtant, les Congolais rencontrent encore des difficultés à avoir des soins de santé de qualité assez sophistiqués. C'est ça le véritable souci aujourd'hui en Afrique. Il n'y a que le continent africain est arrivé à un stade où on peine à satisfaire les préoccupations profondes de ses citoyens. Le népotisme, la corruption, la sorcellerie même, parce qu'il y a aussi la sorcellerie même désormais dans les institutions publiques. Vous avez des enseignants qui, dans certains ministères techniques, qui sont directeurs des infrastructures routières dans certains départements ministériels. Qu'est-ce qu'un enseignant de économie sociale et familiale connaît sur le bitumage des routes? C'est ça le véritable souci aujourd'hui au Cameroun. On a pris à la place du mérite, on a plutôt pris la sorcellerie parce que c'est cette sorcellerie-là qui est au-dessus même de la médiocrité. Et des éléments justement qui donnent à plusieurs Camerounais d'avoir comme plan A, vous l'avez dit le tout plan à A, c'est l'heure. de quitter. Ce n'est plus un secret. Au point où, quand vous dialoguez avec certains Camerounais, quand vous dites à certains Camerounais que vous envisagez quitter le pays, mais ils vous disent que, mais mon frère, vous n'êtes pas le seul. C'est le rêve de tous les Camerounais de quitter aujourd'hui le pays. Allez pour chuter, allez aujourd'hui au centre d'élaboration des passeports. Vous serez froid au dos. Regardez le rang que les Camerounais font pour établir des passeports chaque jour. C'est à ce niveau que les politiques africaines doivent s'y pencher pour trouver des solutions palliatives pour permettre à ces Africains-là de leur pays, de se battre dans leur pays en fait. Je le harcèle, les chiffres sont
assez importants et font froid au dos. Il faut dire qu'en 2023, juste un an derrière 2024, on a enregistré un peu plus de 46 000. On parle d'une augmentation de 17%. On va parler clairement des chiffres. Voilà, mais ce qu'il faut noter, c'est que parfois ces jeunes ne mesurent pas les conséquences qui vont avec, n'est-ce pas, cette décision. Malheureusement. Vous pouvez vous retrouver finalement en métropole. Encore des manœuvres risquées. On ne peut même jamais vous admettre en métropole. Mais le plus important est de partir cet argent entièrement. Ce qu'un gars me disait il y a quelque temps, un jeune de ce pays. Et ça m'avait sidéré. Il m'a dit, vaudrait mieux être un arbre au Canada qu'un humain au Cameroun. Je me suis dit, non, mais ce n'est pas possible. Donc, il préfère ne plus être un humain. À ce poste, Julio Axel. Ailleurs, un arbre, plutôt que d'être un humain au Cameroun. Vous voyez les risques que prennent les gens. Vous êtes au Maroc, ok. Après, il y a quand même que vous n'allez pas directement en Espagne. Oui. Vous allez d'abord sur les îles Canaries. Une zone où la traversée est tellement meurtrière que vous n'imaginez même pas. Tout à fait. Une fois aux îles Canaries, c'est sur le territoire espagnol. Et la distance est assez elle est assez longue. Très longue. Elle est très longue. Très longue. Rien ne garantit à ce niveau-là, rien, absolument rien, que vous irez en Espagne. Ce n'est pas le cas. Ils partent également de la Mauritanie, avec tous les barrages qu'il y a, les contrôles des gardes-côtes et autres. Ils partent aussi du Sénégal directement pour les îles Canaries. Regardez le périple, non, c'est pas possible. Il faut atteindre un degré de désespoir absolu pour prendre de tels risques. Personne de normal ne le fait. Absolument personne. Maintenant, pour revenir aux chiffres, qu'on comprenne la gravité de la situation, d'ailleurs, le ministre espagnol de l'Intérieur a annoncé les chiffres hier, qui dit clairement que cette année, à peu près 46 843, l'année dernière, on comptait 39 000 migrants, soit une augmentation de 17%. Concernant l'ensemble de l'Espagne, 63 970 migrants sont arrivés illégalement sur le territoire espagnol. Soit par voie terrestre, parce qu'il faut également dire, les gens ne savent pas, il y a bel et bien une voie terrestre entre l'Afrique et l'Espagne. Elle aussi, il y a une voie terrestre. L'amélioration de la santé locale. Tout à fait. C'est pas faux. Et par conséquent, il y a aussi ces migrants mineurs. Donc, on a l'obligation de les prendre en charge une fois qu'ils arrivent. Tout à fait. Est-ce que Par finalement... rapport aux conventions internationales, il y a l'obligation naturellement de prendre... Voilà, vous avez vu là où je vous amenais justement leurs parents. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Allez-y, répondez à la question. Et parfois, ils partent en aventure, embarquent les enfants avec eux, espérant avec un peu de chance arriver, comme l'enfant est prioritaire par rapport à certaines conventions. Parfois, ils prient toute la nuit parce qu'il faut absolument arriver. Mais remarquez ce qu'il faut dire, vous avez si bien fait de le mentionner, il faut plus s'attarder, plus s'appesantir sur les dangers liés à cette immigration-là. Et surtout, on a connu l'époque où Lampedusa ne respirait plus. Tout à fait. Aujourd'hui, l'Italie a essayé de sécuriser l'entrée. Ils ont tamisé énormément. Lampedusa respire un peu maintenant. C'est les îles Canaries. Les îles Canaries, eux aussi, se positionnent comme le chemin le plus meurtrier actuellement au monde. Lorsque vous perdez en une année 10 400 personnes, c'est clair que c'est comparable à une catastrophe. à regarder Inazuma Eleven, ou encore il était occupé à jouer à autres en fait. Donc, l'éthique et la déontologie aujourd'hui sont devenues des valeurs globalement rares dans la société camerounaise, au point où certaines personnes estiment que non, vraiment, on peut faire être là où, de manière globale, quand tu es au moins même malade, qu'on soit au moins un peu présent devant toi pour se mobiliser à te soigner autre en fait. Donc, autrement dit, pour résoudre l'inflation dans le secteur de l'immigration en Afrique, il faudrait qu'on résolve d'abord les préoccupations primaires des populations africaines. Ça passe également par là. On ne peut pas être au 21e siècle et qu'on ait encore les problèmes d'eau, de lumière, de route. Je vous ai pris un exemple, vous avez compris dans le discours du chef de l'État, qu'en 2024 au Cameroun, on a bitumé 475 km de route sur le triangle national. En français simple, ça veut dire qu'il y a des villes au Cameroun où tout au long de l'année 2024, on n'a pas versé un lopin de gravier sur le sol pour arranger la route. C'est ça le véritable souci. Regardez la localité de ceux ici à côté de nous, qui est à quelques kilomètres de Yaoundé. Et ici, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lumière là-bas. Vous pensez qu'un jeune qui vit à ce niveau, le jour il parvient à avoir ses 4 millions, encore ses 3 millions, son intention, ça sera d'aller aussi du côté du Canada. C'est ça le véritable souci aujourd'hui au Cameroun.
il faudrait qu'on résolve d'abord les préoccupations primaires des Africains. Que ces chefs d'État ne soient plus beaucoup plus préoccupés à une longévité au pouvoir, mais qu'on soit plutôt focalisé à améliorer les conditions de vie de ces populations africaines. Parce que lorsque vous allez au niveau du centre d'établissement des passeports, lorsque vous voyez quand même le rang qui est à ce niveau-là, c'est quand même effroyable pour ces Camerounais-là. Il faut néanmoins le dire, hein, Julio a si bien fait d'apporter ce sujet sur le plateau ce matin. Il cadre effectivement avec l'actualité au Cameroun. L'Espagne qui a donc battu le record, 47 000 migrants seulement qui ont rejoint les îles Canaries en 2024. C'est un chiffre effroyable. Notons néanmoins que des mesures d'accompagnement ou même de prise en charge des migrants mineurs dans les grandes régions canariennes semblent, n'est-ce pas, être au point mort, comme pour rejoindre votre argumentaire tout à l'heure, Julio Arcel-Diop, que vous disiez tout à l'heure que cette voie pour les îles du Canaries semble ne pas être la très bonne voie. On ne refuse pas d'aller outre-mer, mais il faut entreprendre la voie légale, semblez-vous le dire, Julio Arcel-Diop. Nous allons marquer un autre léger temps d'arrêt, revenir justement pour cette fois-ci, parler de la thématique centrale. Il y a des évêques et même des archevêques. Tout est parti de Samuel Ekleda, l'archevêque métropolitain de Douala, dans la capitale économique, qui est monté au créneau lors de cette homélie pour justement s'opposer contre le président actuel pour un autre mandat. Ils disent d'ailleurs ne pas être d'accord. La question fondamentale à se poser sur ce plateau est celle de savoir finalement est-ce que l'Église catholique a tourné son dos au président Paul Biya quand on sait en l'homme qu'avant justement de prendre le pouvoir au Cameroun, il a été tour à tour au contact direct de ces catholiques lui-même. Il est justement de cette religion. De toutes les façons, on aura le temps d'épiloguer autour de cette thématique après la légère transition. À tout de suite. Yvan Ameni, Julio Arcel-Diop le disait tout à l'heure, ils sont tous contre un autre mandat de l'actuel chef d'État, président de la République Paul Biya. 42 ans, on estime que c'est un peu trop, surtout quand on sait que ces mandats semblent ne pas avoir un impact considérable, même significatif sur le quotidien de vie de plusieurs Camerounais. Le Cameroun qui se trouve encore comme étant un petit village, affirmait quelqu'un. Le seul plaisir de se retrouver dans les grandes métropoles est de savoir qu'on peut mixtionner, j'ai failli dire pisser un peu partout. Richard Bonnard l'a si bien dit dans l'une de ses sorties, et donc par conséquent ce problème systémique qui absolument doit se résoudre selon certaines thèses. On en parlait justement sur ce plateau. Julio Arcel-Diop, Yvan Ameni, vous allez permettre pour que nous soyons en phase avec l'ensemble de nos téléspectateurs. Regardez ce reportage qu'avait justement mené Jean-Claude Fouda dans le cadre de ces jeux et même enjeux relativement au discours du chef de l'État. On se retrouve juste derrière ce reportage pour l'analyser et même le décrypter. À tout de suite. L'analyse minutieuse du message du chef de l'État Paul Biya à la nation ce 31 décembre 2024 laisse transparaître une volonté à peine voilée de sa continuité au pouvoir au-delà de 2025. Et à ce propos, les derniers paragraphes de son adresse le démontrent à suffire, n'en déplaise à ceux qui lui suggèrent d'aller au village pour un repos bien mérité. L'on ne peut d'ailleurs manquer son invite décliné par le vocable « Nous continuerons ensemble », symptomatique des projections faites parfois aux grandes dames des populations de plus en plus apeurées et atterrées. Si ces signaux subliminaux ne semblent pas clairs, ils le sont pourtant pour quelques compatriotes désormais conditionnés à la Pavlov. En face d'eux, les Camerounais normaux, lucides, honnêtes et objectifs, pense qu'une autre candidature de Paul Biya a des allures de provocation, si ce n'est pas réaliste tel que le souligne Monseigneur Kleda, suivi dans cet élan par l'artiste Petit Pays. En effet, comment pourrait-on envisager un 6e mandat pour entrer au comité de l'État qui a passé 63 années dans la haute administration, dont 42 au sommet de l'État à l'âge de 92 ans?
Cette longévité n'est-elle pas suffisante pour étaler tout son génie et ses compétences jusqu'à épuisement de ses ressources physiques et intellectuelles? À cet âge, comment pourrait-on continuer de caresser le rêve des projets à un moment indiqué pour préparer son testament? Le propos de Cléda résonne ici comme une sonnette d'alarme à l'éveil de la conscience collective. Il est temps que les Camerounais pensent à leur changement, car la nouvelle année qui démarre est à la croisée de chemin, tiraillée entre l'illusion d'une émergence en clair-obscur, prônée depuis 1982, et la triste réalité d'un quotidien à volo où la malgouvernance, la corruption, les intimidations, les violations de droits, la rareté et l'augmentation des produits de grande consommation et bien d'autres pratiques aussi honteuses que nauséeuses s'établissent en mode d'emploi. Hélas, très loin du bien-être des Camerounais. Incontestablement en fin de règne, Paul Biya saura-t-il être l'homme qui a apporté à son pays la démocratie et la prospérité telle que souhaitée en 1990 au micro du journaliste français Yves Mourouzi? L'histoire nous le dira. Mais quoi qu'on dise, la vérité est têtue, inaliénable et 2025 aussi. Retour sur le plateau, Julio Arcel Job. Vous avez écouté ce reportage. Le titre était bien lisible et sous-entendu du discours du chef de l'État. On se souvient le 31 décembre dernier. Nous avons qualifié ce discours de vide dans son sens parce qu'effectivement, ne venait pas répondre aux questions ou même au quotidien de l'ensemble des Camerounais. Mais selon vous, Julio Arcel, un 6e mandat, un autre mandat, tout le monde commence à... C'est un 8e mandat. Un 8e mandat. Un 7e, voilà, un 7e mandat. Tout le monde commence par s'y opposer. L'artiste Petit Pays, justement, en plein live, a lancé cette sonnette d'alarme à l'ensemble des Camerounais. On a très bien vu, on finit par comparer le Cameroun à la Centrafrique, des propos qui font peur, des propos qui visent quand même à ce qu'on se remette en question. Julio Arcel Job, je vous vois très courroucé lorsqu'on aborde ce sujet. Enfin, peut-être pas courroucé, peut-être épuisé. Vous savez que l'évocation du nom du président de la République et de son système donne réellement la fatigue au cerveau. Ça, il faut le noter. Pourquoi? Nous avons vu des personnes qui sont nées, Paul Biya travaillait déjà, elles ont travaillé, c'est-à-dire elles ont grandi, elles ont travaillé, elles sont parties à la retraite. Paul Biya avait toujours travaillé. Moi, c'est un problème. C'est un vrai problème. À ce niveau, même, il y a un manque d'éthique. C'est-à-dire, votre mère est née. Le monsieur travaillait. Elle a grandi. Elle a accouché. Elle a commencé à travailler. Elle a pris sa retraite. Moi, je travaille toujours. J'ai grandi. Tu risques même d'amorcer une bonne partie et peut-être même à la veille de ta retraite pendant que le monsieur prétend toujours vouloir diriger le Cameroun. Je ne sais pas. Parfois, ils ont l'impression que la capacité de management, la capacité managériale, encore que là-dessus, il y a un sérieux doute. Ils dirigent, mais quoi? C'est toute la question. Sont restés dans leur époque et c'est ça qui est innovant. Ils ont construit dans la mentalité des Camerounais une sorte de mensonge. Si pour bien n'est pas là, qui peut? Mais à vous, monsieur Noafé, on vous confie ce pays-là, mais avec les mécanismes qu'il y a autour de la gestion de l'État, l'appareil de l'État et tout le reste, vous le dirigerez, le Cameroun, avec brio. Surtout que je n'ai pas l'intention. Et que si on vous le confie, vous le dirigerez avec brio. Sauf que si vous dites là maintenant, je suis candidat à l'élection présidentielle, en fait, c'est des jeunes comme vous qui vont se moquer de vous, inconsciemment, croyant bien faire, avec des railleries. C'est un construit à ce niveau, le régime en place a réussi. Fait croire qu'il n'y a que eux qui peuvent avoir la prétention de succéder à Paul Biya. Il n'y a que eux qui peuvent avoir la prétention de diriger. Et il n'y a que Paul Biya qui peut se succéder à lui-même. Ça, ils ont réussi ça à la perfection. Mais je vous dis que prenez même Rodrigue qui est en train de permettre la diffusion de cette émission. Confiez-lui ce pays avec les départements ministériels et tous les conseillers qu'il y a, les technocrates qu'ils peuvent avoir, il va diriger le Cameroun mieux que Paul Biya. C'est une évidence. C'est-à-dire quelque chose qui est évident et qu'on ne veut pas que les Camerounais sachent. En économie, il y a ce qu'on appelle un optimum de Pareto ou alors le point de productivité marginale. J'aime bien le répéter à chaque fois, qui est tel que, à ce point, et c'est mathématique, peu importe ce que vous faites, quand vous êtes à ce point-là, vous n'avez plus d'apport positif. Vous n'avez que d'apport négatif. Et là, nous sommes rentrés avec le système Biya dans la décroissance
dans la détérioration du bien-être des Camerounais. Et ils le savent. Sauf qu'ils n'ont pas envisagé un seul jour de leur vie sans pouvoir. Et donc, il faut absolument tout faire, soit pour le conserver éternellement, mais comme ils ne sont pas éternels, donc jusqu'à la mort. Ils n'envisagent pas, ces gens que vous voyez au quotidien, une vie sans pouvoir. Mais ils ne se rendent même pas compte qu'aucun système au monde ne s'est pérennisé. Je me demande même parfois s'ils préparent eux, l'heure après eux, permettez l'expression. Parce que d'une manière ou d'une autre, ce régime connaîtra sa fin. Après, quelles conditions sont-ils en train de créer, Romaric, pour eux-mêmes? C'est la question que je me pose tout le temps. Vous voyez comment ils traitent leurs concitoyens. Tant qu'il y en a pour eux, c'est largement suffisant. Ils peuvent envoyer des grands experts en communication sur les plateaux télé, justifier tout et n'importe quoi, justifier la forfaiture, l'imposture et tout le reste. Tant qu'il y en a pour eux, cette petite poignée-là, qui s'oppoudre un peu aux autres ouailles, permettez l'expression, qui eux pensent être dans le pouvoir, alors il faut maintenir la chose. Pendant les élections qui arrivent, dans vos villages, ils vont déployer tout ce qu'ils appellent élite. Et les ministres, et les directeurs, les sous-directeurs, les chefs de service, qu'allez leur dire que c'est nous qui sommes bien. Si vous enlevez, tout va tomber. Si vous ne votez pas pour lui, on ne va pas goudronner votre route. Voilà les discours qu'on tient par exemple aux gens dans les campagnes, chez moi, donc par exemple. Vous ne votez pas, vous n'aurez jamais de route, donc votons utile. Comme si Paul Biya a un choix entre vous donner une route ou ne pas vous la donner. Non, il n'en a pas. Il doit vous la donner, c'est son travail. Mais au Cameroun, non, ça ne se passe pas comme ça. Ce qu'on vous brandit comme menace, c'est que si nous ne votons pas le type là, il ne va rien faire comme développement chez nous. Donc votons utile. Tu as l'utilité dans le vote, tu ne vois pas. On vous fait croire que vous n'avez pas le choix. Si on veut être développé aussi, pardon. On vous vend la pardon. Donc du coup, quand vous venez parler à vos parents, à vos frères, à vos soeurs, leur disant que c'est la fumée, on vous ment. Et ils ont été tétanisés. Ils ont été formatés. Ils vous disent que non, en fait, c'est même vous, l'ennemi. Comment vous voulez qu'ils restent sous-développés? Donc, Romaric, le régime en place a réussi ce pari-là. Déshumaniser les Camerounais, fabriquer ce qu'eux, ils voulaient comme Camerounais. Des Camerounais qui ne pensent pas, qui ne rêvent pas, qui se contentent de souffrir, en croyant à chaque fois que lorsqu'on on leur donne un petit truc, c'est un service rendu. Non, absolument pas. Yvan Meni, lorsqu'on connaît quand même la proximité du président Paul Biya d'avec justement l'Église catholique, peut-être on en parlera tout à l'heure, même si on questionnera finalement si cette Église lui a tourné le dos. Julio Arcel évoque quand même des arguments ou des éléments assez pertinents. Il y a que le gouvernement en place n'a plus rien à donner. Et pour Julio, n'a même d'ailleurs rien donné jusqu'ici. Comment est-ce qu'on fait pour contenir un tel système, Yvan Meni? Est-ce que ce n'est pas de l'agitation parfois observée sur des plateaux? Parce que vous le disiez tout à l'heure, nous sommes tous confrontés aux mêmes problèmes, aux mêmes difficultés dans notre quotidien, mais on voit dans la plupart des plateaux télévisés de la gesticulation des gens qui viennent défendre l'indéfendable finalement. Déjà, il faut recadrer la sortie des différents prélats qui ont eu à même si nous n'en sommes pas encore là. La gestion politique ou encore la gestion publique au Cameroun. Monseigneur Samuel Kleda également qui a eu à s'exprimer là-dessus le 25 décembre 2024. Il ne parlait pas au nom de l'Église catholique, il parlait en tant que citoyen, c'est normal. Le fait pour vous d'être un prélat ou encore un prêtre ou un pasteur, ça ne vous enlève pas votre casquette de citoyen, puisque vous payez également les taxes comme tout le monde. Vous avez ici une carte nationale d'identité camerounaise, vous êtes citoyen camerounais. Tout à fait. Ça veut donc dire que Macha et Foulane, comme il y a la poubelle devant l'école publique, des Foulane à ce niveau, et que cette poubelle-là entrave sur votre quotidien, vous avez le droit de vous indigner parce que vous payez les impôts, vous payez les taxes pour qu'on rende chez Foulane, que vous soyez imam. À 12 ans, on boit encore son vin. Le soir encore, on boit son vin, on se couche, on dort, tout simplement. Non, c'est une vérité. Ce n'est pas un âge où on doit être stressé parce que tel tronçon routier n'est pas bitumé, parce que tels enseignants sont absents, parce qu'il y a tel conflit sur le plan international, parce qu'il y a les politiques migratoires qui malheureusement n'évoluent pas. C'est un âge où on doit se reposer en fait. Donc ceux-là qui estiment que les prélats n'ont pas le droit de s'indigner sur la chose publique ou encore sur la chose politique au Cameroun, ils sont en train de faire fausse route parce que ce n'est pas inédit au Cameroun. Il y a eu toujours des prêtres, des évêques qui ont eu à s'indigner. Voilà, à un moment donné, se sont dissociés. Et comme je le précise encore, le sous-développement au Cameroun
a atteint un niveau où, comme on dit trivialement au quartier, on ne vous dit même plus. On ne vous dit même plus. Donc, ça ne se parle même plus. Ça se vit. Quand vous sortez là, quand vous marchez, est-ce que vous ne voyez pas le sous-développement? Est-ce qu'on doit encore vous dire que Yaoundé est sale? Est-ce qu'on a besoin de vous dire que Yaoundé est sale? Bon, il y a un ministre qui a dit que Yaoundé non, c'est ça le souci. Voilà. Donc, ça a atteint un niveau où... Et qui ne sait pas de quel Yaoundé vous parlez. C'est ça, le souci. Yaoundé a atteint un niveau où on n'a même plus besoin de vous dire seulement. Même quand vous partez au marché, 1 kilo de riz, on ne connaît même plus le prix. Il y a des riz où on commercialise à 900 francs CFA, à 1000 francs CFA. Dans une maison où il y a plusieurs enfants, vous faites comment pour vous en sortir? Donc, le sous-développement aujourd'hui au Cameroun a atteint un niveau où si vous restez silencieux, c'est que vous êtes inquiétant tout simplement. Voilà, il faut néanmoins le dire que le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, l'honorable Cabral Libye, l'avait si bien dit devant les membres du gouvernement, permettez, laissez Paul Biya aller se reposer au village. Et par la suite, petit pays qui a justement suivi, on a vu Monseigneur Samuel Cléda, on a vu celui de Konsamba, de Bafia, Monseigneur Jean Barga. Jules Arsène Diop, vous allez permettre qu'on revienne à vous tout à l'heure. Question de revisiter l'ensemble des dires de ces prélats, évêques et même archevêques de notre pays qui se sont justement prononcés tout en se dissociant, s'il faut s'en tenir au dit d'Ivan Amélie, de leur casquette de prélats et ont abhorré la casquette de citoyen. Ça va être très grave. Mais... moi, j'ai fait de mon mieux, j'ai chanté, vous étiez là. J'ai dit, même les chefs d'État. Et des universitaires comme professeur Abba Oyono. Notre secteur de l'enseignement supérieur, 20 ans d'incurie du ministre de l'enseignement supérieur. Les universités qui se meurent, je l'ai toujours dit, je ne vais pas revenir là-dessus. Son bilan est négatif. Est-ce que je me fais comprendre? La preuve en est même que ceux qui sont des référentiels intellectuels de la société, qui devraient décrire le phénomène, ont peur de parler. Mais moi, je le dis. Pourtant, ressortissant la région du Sud, c'est dire que de telles bravades, il en faudrait peut-être davantage afin que quiconque sache que les carottes sont désormais cuites pour 2025. Il ne tient qu'aux Camerounais. Nous sommes un peuple perdu. Voilà, Dixit, petit pays, c'était lors d'un concert. Il a d'ailleurs, il s'est interrogé finalement, est-ce qu'on doit comparer le Cameroun à la Centrafrique? Julio Arcel Diop, Paul Biya, le président du Cameroun, justement, qui a reçu l'éducation catholique, on se souvient, ayant étudié. Perdu. On a connu des familles riches autrefois qui sont retrouvées presque dans la rue parce que l'ordre gouvernant avait changé. Et c'est ça le pire avec le pouvoir. Il suffit d'un petit mouvement là maintenant. Qu'est-ce que j'appelle pas mouvement? Une sorte de changement de pouvoir, changement de régime. Et ceux qui étaient des tout-puissants seigneurs hier deviennent des tout petits conseillers, vous disant comment il faut gérer une république, d'ailleurs, vous proposant même leur service. Donc, j'appelle ça des miettes parce qu'aucun d'eux n'ira au ciel avec. Absolument aucun. Personne du normal romarique, que ce soit le clergé, ou je veux dire dans le clergé ou au sein de la population camerounaise, dans sa grande majorité, mais je parle des citoyens vraiment, des vrais Camerounais, pas du monde qui se sont créés, le monde imaginaire où ils vivent, eux des petits dieux. Je parle du Camerounais normal. Aucun Camerounais normal ne peut souhaiter voir Paul Biya président encore en 2025, je veux dire après les élections. Aucun. C'est une réalité qu'il faut accepter. Personne n'en veut plus. Il y a toujours quelques oreilles qui viennent sur des plateaux télé qui, 2 secondes après, l'émission vous diront, dis donc, nous aussi on parle seulement, vous parlez. Et c'est cette attitude-là qui est énervante. Voilà, qui est même irritant. Et qui est irritant. Voilà. Non, les Camerounais sont énervés, nous sommes exacerbés. Personnellement, j'en ai assisté. Mais il y en a beaucoup, nous faisons des plateaux. Des personnes qui, sur des plateaux, défendent ce qu'il ne faut pas défendre. Après, vous dites non, mais qui en offre, vous faites comprendre que vraiment, hors plateau, c'est pour ça que j'apprécie de plus en plus des esprits libres dans leur tête, comme les Atemung et autres, qui peuvent parler avec réserve. Ils vous disent clairement que non, les choses vont mal. Il faut qu'on fasse le point. Mais cette branche progressiste au sein de l'ordre gouvernant paye toujours le prix. Et j'ai bien peur pour lui. Je pense qu'il en est non conscient. C'est largement suffisant pour bitumer les routes. C'est largement suffisant pour viabiliser les différents hôpitaux dans le pays. C'est largement suffisant pour lutter contre les politiques migratoires également qui de plus en plus évoluent à grands pas au Cameroun. Nous estimons qu'en fait, en 43 ans, le chef de l'État, il a montré ce qu'il pouvait au peuple camerounais. Maintenant, revenir encore pour dire que sa détermination à servir le peuple camerounais reste intacte. Je vous assure qu'il est en train de vouloir plutôt s'aimer
lui-même le désordre au Cameroun en fait. Parce qu'on se sera attendu à ce que le chef de l'État, en grand sage, comme les militants du RDPC qui le disent chaque jour, encore qu'on questionne bien ce qu'ils insèrent bien dans ce qu'ils appellent bien sagesse, parce que nous sommes dans un continent où pour le simple fait que vous ayez un certain âge, on dit que vous êtes sage, on veut bien savoir ce qu'on insère donc dans ce type de sagesse-là en fait. S'il fallait donc aller dans le même sillage de ce qu'ils expliquent au peuple camerounais tous les jours, on se serait donc attendu à ce que le chef de l'État, un homme sage, qui vienne qu'en fait il est sémé son apogée, qu'il faudrait qu'il aille se reposer, qu'il pense qu'en fait il a eu à démontrer à suffire ce qu'il pouvait. Et il faut le dire, si les membres du clergé sortent aujourd'hui, c'est parce que, comme nous expliquons aujourd'hui, le sous-développement, la misère ambiante, la paupérisation qui de plus en plus afflige le quotidien des Camerounais a atteint un niveau où on n'a même plus besoin de vous dire, vous les voyez, vous les vivez. Et désormais, le sous-développement au Cameroun se vit partout où vous trouvez. Le matin, lorsque vous sortez à la maison, c'est les nids de poules que vous voyez, c'est les agressions dans les taxis, c'est les agressions dans les motos, c'est les annonces bizarres, vous avez le message. Et que vous ayez organisé une fête de remerciement au chef de l'État d'avoir nommé un des leurs, recteur de l'université de Berthoud. Mon Dieu. Je rappelle que 20 millions de francs CFA, c'est 20 entreprises sûres que vous créez chez 20 jeunes, avec une possibilité d'employer au moins 4 personnes encore. Donc, on aurait créé par la même occasion au minimum 80 emplois. Voilà le pays dans lequel on vit. On espère qu'on vous a écouté, Julio Axel Diop, Yvan Méniche. À vous également, vous dis merci d'être passé par ici. Oui, merci à tous ceux-là qui nous ont également regardé encore ce lundi. On se retrouve demain. Ma détermination à servir le programme aux hommes midi reste intact. Même si cette détermination reste intacte, Yvan Méniche, il y a un homme qui m'énerve. Il s'appelle le professeur Baïbek, qui chaque dimanche, au lieu de mettre à contribution sa consistance intellectuelle pour l'édification de plusieurs Camerounais au regard des problèmes auxquels nous sommes confrontés, passe malheureusement à faire du show